Notre voyage aérien au Brésil débutera dans l'état de Rio de Janeiro, au-dessus de la baie de Guanabara et de ses eaux dominées par la statue du Christ Rédempteur. Nous nous rendrons ensuite à Petrópolis, l'ancienne cité impériale du Brésil. Après un survol des sommets du parc national de Serra dos Sorgaos, nous rejoindrons les plages de Búzios, un ancien village de pêcheurs devenu l'une des stations balnéaires les plus fréquentées de la région. Nous traverserons la région des lacs pour rejoindre la capitale brésilienne du surf, Saquarema. Enfin, nous longerons la côte jusqu'à la dernière destination de ce voyage, la ville de Niterói, face au mont du pain de sucre, de l'autre côté de la baie de Rio. Haute de 38 mètres, la statue du Christ Rédempteur domine Rio de Janeiro et la baie de Guanabara. Les rives est et ouest de la baie sont reliées par le pont Rio-Niterói. C'est le plus long pont de l'hémisphère sud. Il mesure 13 km et sa travée centrale s'élève à 72 mètres au-dessus de l'eau pour laisser passer les centaines de navires qui vont et viennent dans la baie chaque mois. Beaucoup de ces bateaux sont des tankers en route vers le terminal gazier de la baie. Cette infrastructure reçoit et traite plus de 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié chaque année. Une courte traversée en bateau mène les voyageurs à la petite île de Paquetá. Elle est considérée comme un quartier de Rio, mais elle est à des années-lumière de son agitation. Les véhicules motorisés sont interdits. Des bicyclettes et des attelages les remplacent, ce qui ajoute au charme de cette île. Malgré sa petite taille, elle compte près de 3500 habitants à l'année. Beaucoup sont issus de familles dont les liens avec Paquetá remontent à des générations. L'économie de l'île repose essentiellement sur le tourisme. On vient y admirer ses bâtiments coloniaux ou simplement passer la journée à la plage. Brocolhau ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres. Cette ancienne île-prison abrite aujourd'hui le palais de Brocolhau, la résidence d'été du gouverneur de Rio. Les explorateurs portugais ont découvert la baie de Guanabara le 1er janvier 1502. Ils pensaient découvrir l'embouchure d'un fleuve, d'où le nom de Rio de Janeiro, la rivière de janvier. La baie compte plus de 130 îles et des sommets majestueux. Ils forment la chaîne montagneuse de la Serra Fluminense. De petites villes parsèment la dense forêt tropicale humide atlantique, signe que nous approchons de la cité impériale de Petrópolis. En entrant dans la ville, le palais Quitandinha offre une vision impressionnante. Il a ouvert ses portes en 1944. Avec ses 440 chambres, c'était alors l'hôtel-casino le plus grand d'Amérique latine. Malheureusement pour ses propriétaires, le jeu a été interdit seulement 2 ans plus tard. Aujourd'hui, ces chambres ont été converties en appartements, mais avant la fermeture de l'hôtel en 1962, elles ont accueilli de nombreuses célébrités, comme Orson Welles, Greta Garbo ou Maurice Chevalier. Au XIXe siècle, Petrópolis servait de résidence d'été à l'empereur du Brésil, d'où son surnom de cité impériale. Elle a conservé son charme colonial,
et reste l'une des destinations de prédilection de nombreux habitants de Rio quand leur ville devient trop étouffante. La cathédrale Saint-Pierre de Alcântara est un célèbre site historique de la ville. Conçue dans le style néo-gothique français, sa construction a commencé à la fin du XIXe siècle. Elle abrite le tombeau de Pierre II, le second et dernier empereur du Brésil, à qui Pétropolis, la ville de Pierre, doit son nom. En 1889, un coup d'État a contraint la famille impériale à l'exil et transformé le pays en république. Mais les nouveaux dirigeants ont gardé le même goût pour Pétropolis. Le Palacio Rio Negro, ancienne demeure d'un baron excentrique, a servi de résidence au gouverneur de l'État, avant de devenir le lieu de villégiature des présidents du Brésil. Au cours du XXe siècle, 16 présidents y ont résidé. Depuis le transfert de la capitale à Brasilia, le palais est moins utilisé par les chefs d'État brésiliens. Mais il abrite des manifestations artistiques et culturelles. La fondation officielle de Pétropolis date de Pierre II, mais elle doit son existence à son père, le premier empereur du Brésil. En 1830, tombé sous le charme de cette région au climat agréable, il y achète une ferme. Quelques années plus tard, de 1845 à 1862, Pierre II y fait construire le palais impérial. Aujourd'hui, il a été converti en musée. Les visiteurs peuvent y admirer le mobilier de la famille, les bijoux de l'impératrice Marie-Léopoldine et la couronne de Pierre II, fabriquée pour le jeune monarque quand il est devenu empereur à l'âge de 5 ans. Non loin de là, le palais de cristal est une remarquable structure de verre et de métal. Elle a été fabriquée en France, puis assemblée à Pétropolis en 1884. Inspiré des palais de cristal de Londres et de Porto, il a été commandé par Gaston d'Orléans, comte d'Eu et prince impérial du Brésil, pour en faire cadeau à sa femme, la princesse Isabelle, héritière de Pierre II. En 1888, elle y a organisé un événement qui a fait date, la libération des derniers esclaves de Pétropolis. Le palais de cristal avait pour vocation d'être un lieu d'exposition, et c'est encore sa fonction aujourd'hui. À quelques kilomètres de Pétropolis se situe la Serra dos Orgaos, l'un des hauts lieux de l'alpinisme brésilien. Son parc national s'étend sur 110 km². Ses reliefs aux contours spectaculaires sont recouverts par la forêt tropicale humide atlantique. Son nom, qui signifie la chaîne des orgues, lui a été donné par des colons portugais pour décrire ses pics semblables aux tuyaux d'un orgue. Le plus célèbre de ces sommets ressemble à une main pointant le ciel. C'est le Dedo de Deus, ou doigt de Dieu. Ce pic est longtemps resté inconquis, jusqu'à ce qu'en 1912, les habitants de la ville voisine de Teresópolis l'atteignent avec des équipements qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. La route Santos-Dumont sinue à travers le parc à 2000 mètres d'altitude. Elle doit son nom au pionnier franco-brésilien de l'aviation, concepteur et pilote de ballons, de dirigeables et d'aéroplanes. Chaque année, cette route est empruntée par des milliers d'amoureux de la nature vers ces paysages somptueux. Peu à peu, nous descendons vers les collines boisées et les riches terres agricoles qui occupent la région située au-delà des montagnes. L'agriculture est l'un des principaux secteurs économiques du Brésil. Le pays compte 5 millions de fermes. Il produit assez de nourriture pour être quasiment autosuffisant. Et c'est un grand exportateur de soja, de café et d'oranges.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture brésilienne a fait un bond en avant spectaculaire. Mais ce développement a eu un coût environnemental élevé. Pendant des années, l'État de Rio de Janeiro a eu le rythme de déforestation le plus élevé du pays. Mais récemment, pour tenter de protéger la forêt atlantique en déclin, des milliers de fermiers se sont mis à pratiquer une agriculture responsable. Le palmier est sans doute la plus emblématique des plantes tropicales. Il y a ici plus d'espèces que n'importe où ailleurs. La dernière période glaciaire n'a pas atteint les côtes du Brésil. Une large variété de plantes a pu ainsi se développer dans la région. Notamment 400 sortes de palmiers qui poussent dans les forêts et les pépinières de tout le pays. En plus d'offrir de l'ombre à ces vaches blanches, ils sont utilisés pour la construction, dans le textile et pour l'alimentation. Les habitants du Brésil consomment depuis des siècles les baies du palmier açaï pour leurs vertus médicinales. Dans la région, le régime alimentaire de certaines personnes est composé pour moitié de ces fruits. En revenant vers la côte, nous atteignons Cabo Frio, niché entre les dunes et l'océan Atlantique. Un courant sous-marin en provenance du pôle sud rafraîchit ses eaux, ce qui lui a valu son nom qui signifie Cap Froid. Pendant les chaudes journées d'été, impossible de résister à l'envie de se jeter dans cette mer fraîche et cristalline. Ceux qui ont du mal à se trouver une place sur ces plages bondées peuvent toujours se rendre à Forte Beach et s'offrir un tour de bouée tractée. Aussi appelées bananes en raison de leur forme, ces bouées de 8 mètres sont tractées par un hors-bord et peuvent accueillir une vingtaine d'amateurs de sensations fortes. En continuant le long de la côte, nous rejoignons le canal Itajuru, en direction d'Ilha do Japonês, l'île japonaise. Ce petit îlot boisé est particulièrement apprécié pour ses eaux calmes et son atmosphère détendue. Les familles y prennent un verre ou mangent à des tables installées dans le canal. Le fond est assez élevé pour qu'à marée basse, on puisse y venir à pied depuis le continent. La péninsule de Buzios se trouve à une quinzaine de kilomètres. Ce petit village de pêcheurs n'avait même pas l'électricité au début des années 1960. Il s'est totalement transformé quand Brigitte Bardot est tombée amoureuse de la beauté du lieu et du calme de ses plages. Après sa venue, le village a soudain connu une renommée mondiale. Et aujourd'hui, c'est l'une des stations balnéaires les plus animées du Brésil. Praia Azeda se trouve près de la pointe nord de la péninsule, cernée par la végétation et les falaises rocheuses. Ce petit rivage d'environ 200 mètres de long est considéré comme l'une des plus belles plages du Brésil. Praia Azeda signifie la plage acide. Ce nom lui vient de la couleur de ses eaux qui fait penser à du jus de citron vert. Elle fait partie d'une zone protégée. Les bars et les restaurants sont interdits sur la plage elle-même, mais il est possible de se procurer des boissons fraîches sur quelques-uns des bateaux qui mouillent dans la baie. Plusieurs îles font face à Cabo Frio. Elles attirent aussi bien des petits bateaux de pêche
que d'immenses navires de croisière. L'Ilia dos Papagaios, l'île des perroquets, est appréciée des plongeurs pour sa faune marine très riche. Ses récifs coralliens abritent notamment des pieuvres et des raies. L'île fait aussi partie d'une zone marine protégée où migrent les baleines. Plus loin sur la côte, Praia do Forno est l'une des plages les plus isolées de la petite ville d'Arraial do Cabo. Elle est difficile d'accès et attire beaucoup moins de touristes que ses voisines. Elle offre un cadre idyllique, mais uniquement si l'on parvient à s'y rendre. Pour ceux qui jugeraient que Praia do Forno n'est toujours pas assez isolée, l'Ilha do Cabo Frio se trouve à 2 pas. Le dépaysement absolu est garanti. Et comme le signale une pancarte, c'est ici que le soleil passe l'hiver. Tout au nord de l'île, une falaise s'élève à 40 mètres au-dessus de la mer, la roche fendue de Notre-Dame. La légende raconte qu'elle a reçu son nom en 1772, quand un pêcheur a trouvé une statue de la Vierge Marie à l'intérieur même de la fissure. Depuis, une autre statue a été érigée entre les 2 parois. La Costa do Sol, la côte du soleil, s'étire sur une centaine de kilomètres et mène presque jusqu'à Rio. De fines bandes de sable blanc séparent l'océan de 3 immenses lacs salés. Leur teneur en sel est près de 3 fois plus élevée que celle de l'océan. Avec une superficie de plus de 200 km², le lac Araruama est l'une des plus grandes lagunes hypersalines du monde. Le sel est la principale industrie des villes des environs. L'eau de la lagune est pompée, étalée sur 65 km² autour du lac, comme un patchwork géant. Peu à peu, l'eau s'évapore et seuls restent les minéraux qui ne demandent plus qu'à être récoltés. La production du lac Araruama varie d'une année sur l'autre, mais il lui est déjà arrivé de dépasser les 320 000 tonnes. Plus bas, le long de cette côte, nous découvrons de vastes étendues de plages désertes aux environs de Saquarema. Au cours des dernières décennies, de la baie de Guanabara à la région des lacs, les eaux de l'État de Rio de Janeiro ont souffert de pollution. Mais à présent, les industries polluantes sont interdites dans la région. L'océan est redevenu sain et le poisson abondant. Grâce à ces vagues, les plus grosses du pays, Saquarema est la capitale brésilienne du surf. Pour les passionnés du monde entier, la plage d'Itaúna est l'un des temples de ce sport. C'est l'endroit parfait pour prendre une vague. De nombreuses compétitions s'y tiennent chaque année. Pour les amateurs d'eau plus calme, Saquarema donne aussi sur les étendues cristallines de 3 lagunes. La plus grande, reliée à la mer par un petit chenal, a donné son nom à la ville. Perchée sur une colline entre la lagune et l'océan,
l'église Notre-Dame de Nazaré domine Saquarema. Elle a été inaugurée en 1837. Et chaque année en septembre, elle accueille des milliers de pèlerins à l'occasion de la fête de Nazaré. Alors que le soleil est sur le point de se coucher, nous arrivons à Lagoa de Marica, la dernière lagune géante de la région des lacs. Bien que troubles, ces eaux sont peu polluées et idéales pour la pêche et les sorties en bateau. À une demi-heure de voiture de Rio, le quartier d'Itacoatiara, à Niterói, est surplombé par l'imposante façade rocheuse du Costao. Bien que situé juste en face de la deuxième plus grande ville du Brésil, c'est un havre de paix peu connu des touristes et presque uniquement fréquenté par les habitants de Niterói. De retour dans la baie de Guanabara, nous apercevons le mont du pain de sucre. Haut de 396 mètres, c'est l'un des symboles de Rio et l'un des sites naturels les plus reconnaissables au monde. À l'entrée de la baie, la forteresse de Santa Cruz de Barra lui fait face. En 1555, le français Villegaignon installe 2 canons sur ce rocher. Construite plus tard, la forteresse était la principale ligne de défense de Rio, aux époques coloniales et impériales. Au XVIIIe siècle, elle comptait 44 canons. Avec les 3 autres places fortes de la baie, elle formait un redoutable tir croisé qui rendait Guanabara quasiment imprenable. La forteresse de Santa Cruz de Barra a tiré sa dernière salve en 1955. Mais la première division d'artillerie de l'armée brésilienne y est toujours en garnison. Toutes les heures, des départs de visite organisés ont lieu. Chaque mois, le lieu accueille 2000 visiteurs. La dernière destination de notre voyage nous fait sortir des livres d'histoire et nous plonge dans un présent futuriste. Face à Rio, le musée d'art contemporain de Niterói est juché sur une falaise. Sa silhouette n'est pas sans rappeler celle d'une soucoupe volante. Le bâtiment a été dessiné par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer et sa construction a pris 5 ans. Le musée a ouvert ses portes en 1996. Cet ouvrage cylindrique a un diamètre variable de 9 à 50 mètres. À sa base, il est entouré par une piscine miroir de 817 mètres carrés, baptisée Boa Viagem, bon voyage. Une rampe d'accès suspendue de 98 mètres serpente jusqu'au musée. Elle mène les visiteurs à l'intérieur de l'édifice où les grandes baies vitrées de la promenade circulaire offrent une vue panoramique sur la baie. Grâce à ce musée reconnaissable entre mille, Niterói figure aujourd'hui en bonne place sur la carte touristique du monde.